Aujourd'hui, je suis un peu émue parce qu'on accueille Mathieu Van Vorem, qui au-delà d'avoir une existence propre à lui-même, est aussi mon coach. Tu es l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce projet de podcast il y a déjà plusieurs années. Tu es aussi l'une des premières personnes que je voulais inviter. Donc t'avoir ici en face de moi aujourd'hui m'émeut à bien des égards. Ça m'émeut parce que c'est à la saveur des projets qui se concrétisent, et ça m'émeut parce que c'est aussi l'occasion de regarder dans le rétro et de se dire début 2023, on ne se connaissait pas, et en 3 ans on a fait. Je dis on parce que tu cours toujours un peu avec moi quand je prends le départ. 4 marathons, un half-marathon des sables, un 100 km dans le désert et on prépare mon premier 100 miles. Je trouve ça complètement fou. Bref, notre échange n'a pas du tout vocation à parler de moi, donc ce sont probablement les derniers liens que je ferai avec ma propre histoire, mais ça me semblait important de contextualiser les choses et si ma voix tremble un peu ici et là, d'expliquer pourquoi. Mathieu, au-delà d'être mon coach, tu as un palmarès impressionnant et je pense que la dimension impressionnante de ton palmarès n'a peut-être d'égal que ton humilité. Je vais juste te donner 2 chiffres pour poser le décor et ensuite on déroulera le reste ensemble. En décembre 2025, à Valence, tu passes sous la barre mythique des 2h20 au marathon avec un chrono de 2h18 et il y a quelques semaines, tu termines dans le top 15 des 20 km de Bruxelles avec un chrono d'1h04 et quelques secondes. Alors, j'ai cru comprendre que ce résultat était légèrement en deçà de tes attentes, mais terminer dans les 15 premiers d'une course qui rassemble près de 50 000 personnes nous donne quand même un bon ordre de grandeur. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cette quête du sub 2h20, pas tant pour le résultat en lui-même que pour ce que tu retires du processus. J'ai envie qu'on explore la relation à la douleur, à la souffrance et à l'inconfort qu'on doit, ou pas, tu nous le diras, apprendre à apprivoiser lorsqu'on cherche à progresser. J'ai envie d'en savoir plus sur ta philosophie d'entraînement, sur ce que tu observes chez les personnes que tu accompagnes, sur les erreurs que l'on commet, sur ce qui fait progresser certains plus vite que d'autres, et plus largement sur ce que la course t'a appris, sur toi, sur les gens, sur la vie. Avant de commencer à t'assaillir de toutes mes questions, la première, et peut-être somme toute la plus importante. Salut Mathieu, je suis trop contente que tu sois là. Comment ça va ? Merci, merci de m'accueillir. Je vais bien. Pour l'instant, je suis en bonne santé, pas blessé. Je peux continuer à exercer ma passion qui est la course à pied notamment, en plus de mon travail. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien, ça nous fait une transition parfaite. Qui est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, quitter ce que tu fais indépendamment de la course à pied, parce qu'on aura tout le loisir d'explorer les liens que tu as avec cette pratique. Mais avant ça, qui es-tu, que fais-tu à parcourir ? Eh bien, j'ai 37 ans. J'ai été avocat fiscaliste pendant 9 ans. Je travaille maintenant à l'inspection spéciale des impôts pour le SP Finance depuis 3 ans, à la tête d'une cellule qui vise à lutter contre la fraude fiscale mise par les personnes assez fortunées via des mécanismes de société holding avec ou sans personnalité juridique et pour faire de la destruction de bases imposables. Donc, je traque en partie mes anciens clients quand j'étais avocat. Voilà. Sinon, sur le côté, j'aime énormément lire et le cinéma également. Et en fait, tout ce qui touche un peu de près ou de loin à la culture. Magnifique. On ne va donc pas parler de ton métier de jour pour préserver mon rythme cardiaque et ma phobie administrative. On va se concentrer sur la course et le reste. Est-ce que tu peux nous parler de quand tu as commencé à courir, dans quel contexte ? J'ai en tête qu'on a eu des discussions où tu me parlais de voile et de tennis quand tu étais plus jeune. Comment on passe de la voile et du tennis à la course ? Je pense que j'ai toujours aimé courir. Je n'ai juste pas pu le pratiquer comme je voulais parce que pour mes parents, c'était plus simple que je sois indépendant. Donc, j'ai fait de la natation et du tennis. Pourquoi ? Parce que je pouvais aller en tram depuis ma maison à Schaerbeek, auprès du club ou la piscine qui était à Neder ou Vorenbeek. J'ai toujours été bruxellois. Tandis que faire de la course à pied et de l'athlétisme, ça nécessite notamment d'aller faire des compétitions à droite à gauche partout en Belgique. Et donc, mes parents voulaient éviter d'être des taxis tous les week-ends. Et donc, ils ont préféré que je fasse des activités physiques qui étaient plus indépendantes et qui me permettaient aussi d'être indépendant dans la vie. C'est pour ça que j'ai commencé par la natation, notamment quand on partait en vacances, pour être sûr que les parents ne soient pas en stress quand il y a une piscine ou quand on va à la mer ou autre. Et donc, j'ai tout de suite eu un attrait en tout cas pour la compétition, et faire tout de suite des longues distances. Je crois que j'ai fait mon premier 3000 mètres en natation, j'avais 8 ans. Oh wow. Mais voilà, la course à pied a toujours été une frustration parce que je n'ai pas pu le faire via mes parents. Mais ça a toujours été quelque chose pour lequel je crois que j'ai été doué et que j'ai toujours voulu faire. Et une fois que j'allais trouver ma propre indépendance. T'as commencé quand, du coup ? J'ai commencé réellement la course à pied, je dirais, à 25 ans. Je faisais un petit peu de la course à pied sur le côté. J'ai fait du parascolaire en primaire,
Mais voilà, c'était juste... j'ai complètement arrêté les 3 premières années quand j'étais avocat. Les 3 premières années, quand j'étais stagiaire, j'étais un peu exploité. Je faisais 80 à 100 heures semaine. Mais mes amis me traitaient de vampire parce que j'étais pâle comme un cachet d'aspirine et que je n'avais déjà plus de vie sociale. Et je faisais du 8-22 tous les jours et travaillais les week-ends. Donc voilà. Et c'est quand j'ai eu un petit problème de santé que je me suis dit, en fait, là, il est grand temps de déjà prendre soin de toi et de faire enfin aussi ce que tu as toujours voulu, c'est-à-dire la course à pied. Okay. Est-ce que tu te souviens de ton premier dossard? C'était un peu débile. Mon premier dossard, c'est un 42 km. Ok. Qui était le trail de Offray, tout près de Malmedy. C'était le championnat de Belgique de trail. Et en fait, j'ai commencé à courir initialement dans le cadre de la SBL La Bouillonnante. Parce que, il y avait, pour les 10 ans de La Bouillonnante, il y avait un 100 km. Et un de mes meilleurs amis que j'avais rencontré via une activité un petit peu geek qui était des figurines et du jeu de rôle, m'avait dit « Ah, mais écoute, j'ai une famille qui organise un trail. » Enfin, je connaissais le concept de trail de loin. Et on le fait pour des œuvres caritatives au Sénégal, notamment. On a besoin de bénévoles. Est-ce que ça te dirait de venir nous aider ? Et en fait, j'avais dit oui sans savoir. Je me suis retrouvé un vendredi soir à 23h et après, j'étais parti pour 24 heures sans dormir à m'occuper des ravitaillements et après débaliser. Et j'ai débalisé d'un coup 25 km dans la région de Bouillon, la vallée de la Semois. Et de fil en aiguille, je me suis dit « Ah, c'est chouette le trail ». Les paysages sont magnifiques, ça m'a permis de découvrir de belles régions et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé tout de suite par un trail qui était le championnat de Belgique. Et comment il faut pas passer des sélections pour arriver à un championnat ? Non, pas pour. En tout cas, à l'époque, en trail, non, il fallait juste une affiliation à un club d'athlétisme. Et à ce moment-là, tu avais déjà pris le parti de t'affilier, entre le moment où je commence à... Comment ça s'est passé du coup ? J'ai été un peu la fleur au fusil avec mon sac de trail. Mes premiers ravitaillements, c'était des morceaux de sucre Tire-le-Mont, qui, évidemment, avec la transpiration, se sont désagrégés au niveau de l'emballage en papier. Mais voilà, c'était la pure exploration. Mais voilà. Tu avais déjà pris une licence. Enfin, je veux dire, tu t'étais affilié à un pas club encore. Ou pas encore ? Pas encore. Mais donc là, potentiellement, je faisais ce trail. Et si je faisais un bon classement, je n'étais pas éligible pour faire dans le classement du championnat belge en tant que tel. Mais ce trail-là était l'occasion. Ah oui, c'est ça. Enfin, mais tu avais le droit de participer sans être affilié, Tout mais même si ça se passait bien, juste ça allait bien se passer, et ce ne serait pas retenu dans les annales. Quoi. Tout à fait, ouais. Et comment ça s'est passé, du coup ? Ça a été un peu comme une arlésienne que j'ai tirée mes 5-6 premières années en trail, c'est que j'ai crampé. J'ai souvent mal géré ma nutrition en course et après chaque personne est un peu différente, mais je crois que j'ai du mal à gérer avec la chaleur. Certaines personnes aiment bien le froid, certaines personnes aiment la chaleur. Moi, je crois que j'ai besoin d'un climat tempéré optimal. Mais donc, oui, et après, certainement, mon apport glucidique était catastrophique. Je crois que je tournais à 1 sucre par heure, donc on devait être moins de 5 grammes. Donc, voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Et comment tu passes de j'explore le trail, la fleur au fusil, à je m'entraîne de façon structurée à un marathon et par la suite, on verra par la suite. Alors, donc ça, c'était vers 2015. En 2016, je change de cabinet d'avocat et à ce moment-là, je suis situé au niveau de la chaussée de la Hulpe, dans le sud de Bruxelles, à côté de la forêt de Soigne. Et donc, j'ai un nouveau terrain de jeu même que je peux utiliser lorsque je fais mes pauses au boulot. Et à côté, il y a le stade des Trois-Tilleuls, qui est un stade à Boisfort. Et il y a plusieurs clubs là-bas, notamment le RCB et le CEPAL. C'est notamment une secrétaire dans mon cabinet d'avocat qui me dit au niveau de l'ambiance, le CEPAL, c'est vraiment une chouette famille. Donc, je te conseille d'y aller. J'ai mon mari qui est membre aussi. Et en fait, j'ai un peu testé comme ça ce club et ce qui m'a donné justement une structure et mon premier coach qui est aussi devenu un ami et qui organisait un petit peu les entraînements le mardi et le jeudi. Au début, c'était plus ou moins un entraînement pas personnalisé, c'était le même pour tout le monde. En fonction quand même des niveaux, il y avait 2 groupes. Le groupe des confirmés, moi j'ai tout de suite été dans le groupe des confirmés avec des entraînements avec des allures plus rapides et après un plus
déjà pour des plus que primo-coureurs qui étaient capables de courir 1 heure sans entraînement, enfin sans s'arrêter plutôt. Et donc là, c'est comme ça que j'ai trouvé une structure. Très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était bien et que j'arrivais déjà au plafond de verre que pouvait m'offrir, en tout cas, le club Cepal. Mais j'ai en tout cas fait des très belles rencontres. Et alors là, à ce moment-là, moi, j'ai fait un process pour chercher un coach. Donc, tu as commencé à courir à 25 ans de façon créative, j'ai envie de dire. Et tu as commencé par le trail. À quel moment tu bascules sur la route? À quel moment tu prends tes premiers dossards sur route? Et à quel moment tu fais ton premier marathon? Mon premier marathon, je l'avais déjà fait. Enfin, je viens tout de suite au dernier élément. J'en avais déjà fait un à l'UNIF, sans préparation. J'étais sur des bases de 3,25 sans préparation. Et j'ai crampé et je crois que je finis en 3h55. Finalement, c'est en 2018 que je fais mon premier vrai marathon en revenant de vacances. Je crois que j'ai à tout casser 50 km réalisés sur les 5 semaines avant le marathon. Et j'ai un ami qui me demande de l'accompagner pour lui servir de lièvre. Il veut battre le record que son père n'a jamais fait, c'est-à-dire moins de 3 heures sur marathon. Je me dis, moins de 3 heures sur marathon, c'est qu'à une allure de 4,16 au kilo, 4 minutes 16 au kilomètre. Et je me dis, avec la forme, normalement, je crois que je suis capable de le faire, quoi. C'est une histoire complètement insensée parce que, d'une certaine manière, il arrive en retard à la course. Enfin, il arrive chez moi, il oublie son dossard, donc on part en retard après le départ. On rattrape les lièvres de 4h16 après 5 ou 6 km. Donc on part au-dessus des allures. Puis finalement, on suit le lièvre de 4 minutes 16. Et puis finalement, on le dépasse. Mon ami fait 2h55 et moi, je fais 2h59, la mission qui m'avait été assignée. Et là, je me suis dit, sans entraînement, si je fais 2h59, qu'est-ce que ce serait si je m'entraîne sérieusement pour cet objectif-là? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de t'entraîner pour cet objectif-là? Ouais. Disons qu'en fait, intérieurement, déjà en 2017-2018, je m'étais dit que je voulais passer sur le marathon route, plutôt que le marathon trail. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la distance mythique, c'est un des comparables. En Belgique, le comparable pour le commun des mortels, ce sont les 20 km de Bruxelles. Pour moi, le maître étalon, c'était le marathon. En ayant fait 2,59 sans prépa, je m'étais dit, voilà, je suis capable de faire quelque chose. Je suis une pierre peut-être brute. Qu'est-ce que ça peut être si j'ai toujours l'image de l'artisan, si je travaille. Et vers 2017-2018, les standards pour les championnats du monde, c'était 2h19. Les championnats d'Europe aussi. Et donc, à ce moment-là, en fait, cette quête du sub de 20, c'est comme ça que je me la suis assignée. En me disant, j'ai toujours voulu courir. Quand j'ai commencé à aimer la course à pied, c'était en 96 par rapport au JO d'Atlanta et je me voyais plutôt un athlète de 100 mètres. Je n'ai eu ni la carrure physique, ni le morphotype pour devenir ça. J'ai plutôt la typologie du coureur d'Afrique de l'Est. Et donc, je me suis fixé ce standard-là qui, pour moi, était peut-être, certes, à l'époque, semblait inatteignable, mais pour moi, ça représentait l'excellence. Je me suis toujours dit, en tendant vers l'excellence, au moins, je me donne un but. Et donc là, on est en 2017-2018, c'est ça? Ouais. Et alors, on va avancer et on va vite retourner en arrière, mais juste pour remettre le contexte, tu te fixes ce but en 2017 et 2018, et en intro, j'ai dit, c'est en 2025 que tu l'as... Ouais. Tu l'as atteint. Ouais. T'as essayé combien de fois? Il y a eu combien de tentatives? T'as fait combien de marathons avant d'y arriver? Alors au total, si je compte celui que j'ai fait en 2010 quand j'étais à l'université, je crois que je suis j'ai fait 14 marathons. Donc 2018, je fais 2,59. L'année suivante, je me coach moi-même et je fais 2,31. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je veux passer le step au-dessus, il faut que je m'organise et que je prenne un coach. C'est comme ça que je suis passé notamment du stade des Trois-Tilleuls au stade Fallon. Et là, il y a le Covid. J'en fais un marathon par moins 2 degrés le long des canaux de Beaume. Je fais de nouveau 2,30, mais je sais que les conditions en étant seul et autres n'étaient pas favorables. Et en 2021, à Berlin, je fais 2h26. Et là, pendant 3 ans, j'ai tourné autour de ces 2h26 avec des éléments où je me voyais m'améliorer, mais en tant que coureur, mais ça ne se concrétisait pas au terme de chrono. Il y a des petites choses qui ont changé, mais j'ai à chaque fois appris.
Et c'est vers 2024 que je bats 2 fois un plafond de verre, et des 2h26, et je fais 2h24 en septembre à Berlin de nouveau, et 2h20 à Valencia en 2024. Et l'année passée, 2h18-30. Quand tu dis à chaque fois, il y a eu des apprentissages et j'ai appris, ça a été quoi les apprentissages, ou ça a été quoi les erreurs qui t'ont aidé sur le long cours à atteindre cet objectif? Alors, en termes d'apprentissage, c'est de se détacher du chrono final. Ok. Et de se dire que quoi qu'il arrive, si on a confiance, en tout cas dans le plan et dans l'exécution du plan, parce que le marathon, en fait, on dit souvent en tant que coach que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Selon les coachs, ça peut être une prépa de 20 semaines. Entre 16 et 12 semaines, c'est un strict minimum. Et donc, c'est un processus long. Ça demande un engagement, ça demande une discipline. Il y a des jours où on n'a pas envie, mais en tout cas, il y a des moments où il faut se montrer. Et donc, on apprend, et on peut donc être prêt le jour J, mais il y a des éléments extrinsèques qu'on ne maîtrisera jamais. Okay. En 2022, j'ai passé les 2 années de Covid, en tout cas de crise de Covid, sans avoir attrapé le Covid. Je fais le marathon de Francfort. À 7 jours du marathon, je suis en pic de forme, je me sens méga bien. 5 jours avant la course, je chope le Covid pour la première fois. Je fais le marathon de La Rochelle en 2023. La Rochelle en France, c'est un climat océanique. Normalement, il fait minimum 10 degrés tout le temps. Bien. Jour de la course, il fait moins 5 degrés. Donc, on peut être prêt le jour J, en pic de forme le jour J. Il y aura toujours des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, le chrono final ne veut pas spécialement dire que tout ce qu'on a fait avant est perdu. Comment est-ce que tu tiens quand tu te vois successivement ne pas y arriver, notamment pour des raisons extrinsèques? Avoir de la distance, et de toute façon de se dire, voilà, moi je ne joue pas ma vie sur le marathon, ça ne définit pas qui je suis non plus. Avoir déjà confiance en ce qu'on a travaillé, en fait, crée déjà une source de se dire, je suis capable. Oui. Même si j'ai fait 2h26, je sais que j'estimais à l'époque que le 2h20 ou le 2h22 était envisageable par rapport au travail effectué. Ce n'était pas encore matérialisé, et donc c'est d'avoir une certaine confiance en soi qu'un jour ça allait passer. Il fallait juste que les astres soient alignés, quoi. Voilà. Alors j'avance un peu sur le plan que j'avais en tête sur cette histoire d'astres, parce que j'ai envie de te lire une phrase que tu m'as envoyée en décembre 2024. Je ne sais pas si tu t'en souviens, probablement pas. C'était la veille des 10 km, une semaine avant les 10 km de Paris pour moi. Okay. Et tu me l'as envoyé en me disant je pense que ça te parlera, et ça symbolise mon état d'esprit de ces dernières années. Elle était en anglais, je l'ai traduit. Je te la lis et je te laisse la commenter. C'était une coach, donc je pense que c'est un screenshot d'Insta, donc une coach qui parlait d'une de ses coachées. Elle s'est battue avec tout ce qu'elle avait ce jour-là, et au fond, c'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. Parfois, la forme est bien là, mais elle ne se manifeste pas le jour J pour une multitude de raisons, et la frustration qui suit peut être très difficile à vivre. C'est précisément pour cela qu'il ne faut jamais accorder trop d'importance à une seule journée. Il faut continuer à croire que le travail accompli finira par s'exprimer lorsque la bonne opportunité rencontrera le bon jour. Quand cela arrive, c'est quelque chose de magnifique, justement parce que c'est rare. Savoure-le lorsque tu y goûtes, et lorsque cela t'échappe, continue à avancer avec espoir. Le jour vers lequel tu travailles depuis des semaines, des mois, voire des années, finira par arriver si tu continues à te présenter au départ et que tu refuses de perdre espoir. Alors, je crois que c'est un quote de Ryan Hall, Exactement. qui est l'entraîneur de Sarah Hall, qui est une Exactement. athlète américaine qui a encore à 42 ans fait des 2h26, 2h27 sur marathon. Et donc, c'est Ryan Hall qui est son coach, qui était aussi un très bon marathonien de la première décennie des années 2000. Il a fait, je crois, 2h07, 2h09, quelque chose comme ça. C'est un très chouette coup d'ailleurs. Mais oui, cette citation résume très bien un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est qu'il faut garder toujours une certaine distance et un certain recul par rapport à une performance. Il y a tellement de facteurs qui doivent s'additionner pour que tout se passe bien le jour J. Mais il y a aussi un élément important, c'est la croyance. Et donc ça, c'est aussi un élément important en préparation mentale, c'est de se dire, si moi-même je n'y crois pas, finalement, quand tous les éléments seront réunis le jour J, ça ne passera pas non plus. Et donc, avoir confiance dans tout le travail effectué,
avoir une certaine confiance en l'avenir et toujours continuer, toujours avancer. On parlera des croyances un peu plus tard, mais il y a une question que j'ai envie de te poser telle que je l'ai pensée quand je réfléchissais à cette interview, parce que la citation se termine par que tu refuses de perdre espoir. Est-ce que tu penses que l'espoir est une compétence qui se travaille? Peut-être, mais je crois que l'espoir est personnel et dépend en fait, j'ai envie de dire, du bagage ou de l'histoire de chacun. Je pense que c'est un élément qui est tellement marqué pour chaque personne. Voilà, c'est comme certains ont une foi religieuse Ouais. et d'autres peuvent avoir un aspect plus philosophique ou de religiosité. D'autres va juste parler de confiance en soi, dans ce qu'on entreprend, dans sa quête. Pour moi, c'était une quête et je crois que j'aurais été très serein si, par exemple, ma quête du sub 2h20, même si je n'avais pas réussi à l'atteindre. Pourquoi ? Parce que je me suis donné, en tout cas, pendant 10 ans, en tout cas, les moyens d'atteindre cet objectif. Justement, tu l'as atteint. Est-ce que tu as senti que quelque chose a changé une fois que tu l'as atteint? Il y avait à la fois un soulagement et il y avait aussi le « et après ». Est-ce que j'arriverai à me remotiver ? Est-ce que j'ai envie de continuer ? Pourquoi je continuerai ? Parce que je pense que, comme tout, en tout cas en termes d'objectifs, il faut un pourquoi signifiant. T'as trouvé des réponses à ces questions? Pourquoi je continuerais? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que Ouais, et ça a été assez vite finalement. c'est... Parce que j'aime bien ce que je fais. La course à pied, on peut croire que c'est un sport solitaire, mais c'est aussi un grand sport de partage, notamment par le fait d'être impliqué dans une association. On peut le faire aussi pour les autres, aider d'autres personnes à atteindre leur objectif, aussi bien par le coaching que par notamment en étant lièvre de certaines personnes. Et pour moi, je trouve ça très gratifiant. Puis partager. Moi, maintenant, je me retrouve dans un groupe d'entraînement. On est 50. Il y a des jeunes athlètes qui ont 15-16 ans. Donc, moi, je me retrouve avec finalement des personnes qui ont 21 ans de moins que moi, qui sont beaucoup plus élastiques. Je commence à me faire vieux, moi. Mais donc, Ça ne se voit pas. voilà, moi, je suis dans ma catégorie, on appelle ça la catégorie master, 35+. Finalement, il y a des fibres ou une physiologie déjà distincte d'un jeune athlète. On peut partager et espérer qu'ils ne vont pas reproduire les mêmes erreurs que nous. T'en as pas encore mentionné des erreurs. C'était quoi les erreurs que t'as commises? Dans cette prépa ou dans cette quête? Ouais, dans cette quête. C'était pas vraiment des erreurs. Enfin, il y en a eu, mais ça c'est indéniable. Au début, j'ai voulu tout faire. Voilà, j'ai d'abord fait du trail et de la route. J'ai pris énormément de plaisir à faire du trail. J'ai une tentative sur un ultra trail des Dolomites, quasi sans suffisamment de préparation spécifique en Italie, où les 45 degrés m'ont littéralement figé et tétanisé. J'ai eu des courses en Suisse, mais donc d'avoir voulu trop faire trop vite, ça c'est évidemment, c'est un peu la progressivité, c'est un élément important et on dit toujours oui, mais pas pour moi. Mais voilà, j'ai eu des blessures liées à ça. J'ai aussi eu des blessures du fait que je ne me suis pas suffisamment écouté parce que à ce moment-là, j'ai commencé réellement le haut niveau. Enfin, le haut niveau, ça peut être un peu pédant de le dire, mais plutôt un niveau correct alors que j'étais avocat et je faisais encore 60-65 heures semaine. Je m'entraînais entre 10 et 15 heures semaine. Et donc, je n'avais pas suffisamment de temps de repos pour que mon corps s'adapte. Et donc, ça a lié à des fractures de stress, à vouloir trop d'intensité sur des allures que je ne maîtrisais pas à l'époque, que maintenant je maîtrise et que je contrôle mieux. Et en fait, c'est de se fixer correctement ses limites. Et en fait, chaque personne a son équilibre parce que le niveau avoir une charge de travail, avoir un métier, c'est un stress. La course à pied génère un stress mécanique qui vient s'additionner à ça. Et s'il est mal dosé, potentiellement, ça crée des déséquilibres en termes de sommeil, ça crée des déséquilibres aussi en termes hormonaux et physiologiques, et donc ça mène aussi à des blessures. Voilà. Et donc, c'est pour ça que chaque personne doit plus ou moins se dire, OK, en fait, quel est mon équilibre ? Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas de vie de famille sur le côté, donc
Et moi, je me disais qu'une fois que j'ai fini mon travail, je peux aller à 200%. Voilà. Pas sûr. Est-ce Pas sûr. qu'aujourd'hui, tu as trouvé ton équilibre? Est-ce que tu dirais que tu envisages les choses de façon plus progressive et est-ce que tu as une relation au repos et à la récupération qui est différente de celle qu'elle était il y a quelques années? J'ai trouvé mon équilibre en ce sens que je me coach moi-même, donc déjà depuis 2024. Et donc, quand je sens que je suis fatigué, je vais pas me dire ah, mais j'avais programmé quand même un 10 km. Non, je préfère ne pas le faire et je vais peut-être faire une sortie à vélo tranquille que suivre un plan et ne pas avoir suffisamment de recul. Moi, j'ai toujours eu un problème à dire non. Et j'avais aussi un problème à dire non à mon coach en lui disant là maintenant je suis rincé, je vais pas faire l'entraînement parce qu'en fait ça ne suit pas. Et je suivais le plan sans me poser de questions, ou parfois j'avais juste envie d'aller un peu plus vite parce que ça me faisait un bien pour l'esprit, tout simplement. Et je voulais avoir cette liberté-là. Et en fait, que ça reste un réel plaisir et pas une contrainte. Quand l'entraînement devient une contrainte, je pense que là aussi, ça peut être un aspect négatif. Tu te coaches depuis combien de temps? Donc là, je me coach depuis septembre 2024. Tu es passé de avoir un coach à te coacher parce que tu n'arrivais pas à dire non à ton coach? En partie. Je pense qu'avoir un coach est un plus quand il y a une relation qui est positive pour les deux. Voilà. Moi, je dirais que ici, moi, j'avais du mal à dire non. Il y avait parfois des problèmes de communication. La relation coach-athlète ne fonctionnait pas pour qu'il y ait un aspect positif pour les deux. Je continue à m'entraîner avec le même groupe, qui lui est toujours coaché par cette personne. Moi, je m'entends très bien avec lui, mais vis-à-vis de moi, ça ne marchait pas. Et tu envisages de reprendre un coach à un moment donné ou ça fonctionne comme ça pour l'instant? T'as pas peur en te coachant toi-même d'avoir des angles morts que tu vois pas? Bien sûr. Bah, et j'en vois certainement. Enfin, il y en a certainement qui existent. Pour l'instant, ça me permettait vraiment d'avoir la sérénité d'esprit et de pouvoir faire à la carte en ce qui me convenait à l'instant T. J'envisage toujours d'avoir un coach pour, en fait, progresser aussi en tant qu'athlète et progresser en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est par l'échange qu'on progresse. Donc, voilà, ça oui. C'est toujours dans un coin de ma tête. Là, pour l'instant, j'ai depuis 2 jours pris contact aussi avec un préparateur physique parce que c'est quelque chose que j'ai toujours négligé, en tout cas le renforcement musculaire. Et là, j'arrive à un stade où je me dis peut-être qu'il me restera 2-3 ans où je pourrais encore faire, en tout cas jouer à essayer de chercher une performance et pourquoi pas réexplorer ces horizons-là. Pour reboucler sur le 2 heures, la quête du sub 2h20, donc je te demandais est-ce qu'il y a quelque chose qui a réellement changé et comment est-ce que tu repars après? La façon dont tu allais poser influence la réponse, mais quand tu atteins un objectif que tu cherches depuis des années, pour lequel tu as beaucoup travaillé, il n'y a pas une forme de perte de repère à un moment donné? Comment est-ce que l'après-course tu le vis et comment est-ce que tu te remobilises? Tu as parlé de partage. Mais est-ce qu'il y a pas un moment où un peu une perte de repère, tout simplement? Non, en tout cas, ça ne s'est pas présenté comme ça pour moi parce que, en fait, je savais que depuis 1 an, je savais que je l'avais et que je vais juste le sécuriser. Et en l'accomplissant, je me suis dit qu'il y avait encore moyen d'aller gratter du temps. Et donc, je savais que je pouvais me remobiliser en refixant une nouvelle échelle ou un nouvel objectif. Et donc, c'est-à-dire que là, c'est toujours la quête un peu, je pense, de l'athlète de haut niveau. Par exemple, on aurait pu très bien dire à Nadal, il aurait pu s'arrêter après son premier Roland-Garros. Non, il a voulu toujours se dire, en fait, je peux me perfectionner dans mon art. Moi, ici, je me suis dit, en atteignant mon objectif, en fait, je passe le premier semi-marathon en 1h09,50. Je fais le second beaucoup plus rapide. J'ai réussi pour la première fois ce qu'on appelle un positive split, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite sur le deuxième semi-marathon que sur le premier, mais je gagne quasi 2 minutes. Parce que j'avais été
ultra sécuritaire sur la première partie. Et sur la seconde, j'attaque après le kilomètre 25 et je fais l'allure que j'avais travaillée. Il faut savoir, 2h18, c'est 3 minutes 16 au kilomètre. Moi, j'avais travaillé 3 minutes 13. Et en fait, sur les 14 derniers kilomètres du marathon, mon kilomètre le plus long est à 3 minutes 13. Et donc, je savais que potentiellement, en ayant bien travaillé ça, j'ai une allure de 2,14 dans les jambes. Après, ça, c'est toujours se dire, oui, mais si tu n'avais pas fait ça, peut-être que tu aurais raté ta course et autres. Mais savoir ça m'offrait une possibilité de me dire, mais si je peux encore continuer à essayer d'avoir cette quête de haut niveau, et ça peut être toujours un élément qui peut me maintenir éveillé vis-à-vis de cette passion qui est la course à pied. Oui, ce que tu dis, et tu prends l'exemple de Nadal, mais je pense qu'on peut le transposer à toute chose, c'est la perte de repères, elle n'est pas venue parce que tu as pu te mobiliser à tendre vers l'étape d'après. En fait, une fois que le résultat il a été atteint, finalement, c'est what's next, quoi, d'une certaine façon. Mais le what next, comme voilà, cette quête a été remplie, il y a déjà le soulagement, comme je l'évoquais tout à l'heure, et peut-être, dans un aspect mental, va être beaucoup plus simple pour d'autres objectifs. Là, par exemple, ce week-end, j'ai fait un 5 km sur une distance que je maîtrise moins, mais sur laquelle j'ai battu mon record. Il est plus facile, pourquoi ? Parce que j'ai moins de pression. En fait, là, je cours uniquement quasi plus que pour le plaisir. Et donc, rajouter du plaisir, rajouter peut-être un peu de la joie dans ma pratique, en me retirant la pression que je m'étais mis moi-même sur mes épaules, de cette quête qui ne m'appartenait qu'à moi, eh bien, finalement, peut-être m'a permis de me libérer. Et donc, en fait, en explorant peut-être pendant les 2 prochaines années cette libération par rapport à cet objectif que je m'étais fixé, peut-être que je vais encore avoir d'autres chronos qui vont diminuer. Tu conclus ce passage sur la joie. J'ai envie qu'on parle de la douleur, de la souffrance, de l'inconfort. Je ne sais pas si on va sémantiquement aller chercher les distinctions. J'ai demandé ce matin sur Instagram si des gens avaient des questions pour toi. Il y a une personne qu'on connaît tous les deux qui m'a demandé de te demander est-ce que tu souffres quand tu cours ? Et alors, je vais te laisser répondre, même si j'imagine qu'à 3,14, 3,15, 3,16, à un moment donné, tu souffres et on souffre tous, mais évidemment, je te laisserai répondre. Est-ce que tu peux, au-delà de répondre oui ou non, peut-être nous parler de ton rapport à la souffrance et à l'inconfort dans ce sport, en fait ? Moi, je vais peut-être être franc, moi, j'aime pas trop parler de souffrance dans le sport. Pourquoi ? Parce qu'il existe des souffrances dans le monde qui sont telles qu'en fait... souffrir dans l'effort, c'est déjà un choix. Ici, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils le subissent. Peut-être que mon histoire personnelle fait que j'ai peut-être un seuil de résistance à la douleur qui est autre. Par exemple, quand j'ai eu une fracture de stress et que j'avais été voir le médecin après 4 semaines et en fait, j'avais une fracture nette du fibula et il m'avait dit vous avez marché 3 semaines dessus, mais normalement, vous êtes à 9 sur 10 en termes sur le seuil de la douleur. Et moi, je l'estimais à 3 ou 4. Donc, chaque personne est différente par rapport à ça, mais ça vient peut-être de son histoire propre. Je dirais que c'est un peu biaisé par la vision qu'on a des films ou des entraînements à la vieille époque où il fallait être terminé à chaque fois par terre, quasi sans souffle et autres. Les entraînements pour dire parce que j'ai eu mal, je vais progresser. D'ailleurs, je pense que les nouveaux entraînements un peu plus modernes sont plus dans un contrôle du stress mécanique, de se dire, voilà, on parle en endurance, et en tout cas en athlétisme, on parle plutôt de seuil aérobie, seuil anaérobie, on va pas rentrer dans les détails, ça n'intéresse personne. Mais c'est plutôt savoir jongler, en tout cas en termes de stimuli. Oui, bien sûr, parfois pendant les courses, on se pose des questions, et là c'est le dialogue intérieur de pourquoi je suis là, à quoi bon, et donc en fait, là, je n'arrive pas à être dans les allures. Par exemple, sur les 20 km, je crois que j'étais dans un groupe où on était 7, 8 et 9e. Et à un moment, je sens que je suis au 12e kilomètre, je décroche du groupe. À ce moment-là,
La seule souffrance que j'ai, c'est de me dire merde, j'aimerais bien les suivre et j'y arrive pas et les jambes ne répondent pas comme prévu, alors que normalement, ce sont des allures pour moi qui sont faciles. Enfin, faciles, on s'entend, que j'ai travaillé, que je devrais savoir faire, mais que je n'arrive pas à reproduire le jour J. Et finalement, la seule vraie souffrance, c'est l'ego. L'ego de ne pas avoir réussi à matérialiser ça le jour J. Et c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et puis oui, il y a des moments où voilà, je crois que je percute le rampe sur ce 87 km dans les Dolomites par 40 degrés. J'arrive plus à plier les jambes en descente parce que je suis juste crampé de partout. Je marche à reculons. J'ai tous mes doigts de pied qui sont autonomes de leur volonté et autres. J'ai un médecin qui se moque de moi à l'infirmerie, mais ça reste toujours moi qui l'ai décidé. Voilà, il y a pire. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vais dire est exact sémantiquement parlant, mais j'ai en tête que la douleur, c'est ce qu'on ressent physiquement, et la souffrance, c'est le discours qu'on a sur la douleur qu'on ressent. Et je me demande si c'est pas toi qui m'as dit la douleur est inévitable, la souffrance l'est. Et donc, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que tout le discours intérieur de c'est horrible, j'ai mal, pourquoi on peut s'en détacher, ou alors il y a une autre partie qui est potentiellement liée à l'ego, notamment parce qu'on a fait le choix d'être là. Si je dois préciser, est-ce que tu penses que pour performer, notamment en course à pied, notamment en sport, et en réalité dans la vie, si on veut progresser, est-ce que tu penses qu'on doit se confronter à la douleur, donc pas à la souffrance, c'est-à-dire pas au discours intérieur, à la douleur ou à l'inconfort? Oui, mais pourquoi? Parce que de toute façon, la course à pied ou indépendamment, comme tu disais, ton analogie avec peut-être le travail ou d'autres aspects de la vie, ben, ça nécessite de se montrer tous les jours et d'avoir plutôt une certaine discipline. La course à pied est un sport ingrat. On se dit, voilà, j'étais en forme, je m'arrête 3 mois pour cause de blessure ou j'ai envie de relâcher la pression, je fais 1 mois de break et je recommence. Des allures simples redeviennent des allures difficiles. Et revenir est toujours compliqué quand en retour de blessure. Des allures, voilà, moi je me rappelle après une fracture de stress, du 4,45 pour moi, qui est sans doute une allure relativement simple, me semblait insurmontable et j'avais mal partout. Et j'avais l'impression d'être un vieux grabataire de 75 ans qui sortait de son rollator. Voilà, mais la course à pied nécessite parfois de sortir de sa zone de confort et donc de rentrer dans des zones qu'on pourrait associer à des zones de douleur, mais ça reste toujours des zones de douleur acceptables. Ok. J'ai envie qu'on parle, et ouais, ce sera le dernier point sur la douleur et la souffrance et l'inconfort, du concept de Pain Cave. Alors, pour le décrire rapidement, c'est un espèce d'endroit mental dans lequel on arrive potentiellement sur une longue course d'endurance, et donc c'est là où le discours de pourquoi je suis là, que fais-je, où vais-je, peut intervenir. Tu as déjà ressenti ça? Tu le cherches parfois? Et si oui, qu'est-ce que ça t'amène à découvrir de toi? Ou qu'est-ce que ça t'a amené à découvrir de toi? Bah, le concept de Pain Cave, je crois que tous ceux qui ont été me voir un jour en course ont eu l'impression de le voir sur mon visage. Pourquoi? Parce que moi, je suis très fermé quand je suis en compétition. C'est-à-dire qu'aucune émotion, j'ai des amis qui viennent m'encourager, je leur fais pas un regard et autres. Pourquoi? Parce que c'est un état à la fois de détermination, d'effet tunnel et de solitude, et en même temps de pleine conscience. Par exemple, je sais et j'ai conscience de tous les encouragements. Je peux dire, ah oui, je sais que tu étais là au kilomètre 35 et tu m'as encouragé, mais je suis seul face à moi, face à cette douleur physiologique qui est liée à la vitesse, à l'impact et à la concentration aussi. Donc tu la ressens et tu danses avec pendant les kilomètres, quoi. Tu l'acceptes, tu l'intériorises et tu fais en sorte qu'elle passe à travers toi, quoi. C'est un peu la litanie de la peur qui est issue d'un roman de Frank Herbert, Dune, par exemple, où on dit, bah voilà, tu peux avoir peur de certaines choses, mais pour la maîtriser, tu dois la laisser rentrer en toi, et puis finalement, ça te permet un peu de la maîtriser. Okay. Et la douleur, c'est pareil. Tu la laisses entrer en toi et puis tu l'acceptes.
Ouais, déjà, tu te familiarises avec elle à l'entraînement. Et puis finalement, c'est qu'une information. Cette phrase aussi, la douleur est une information, je me la répète. Est-ce que tu as des mantras comme ça que tu te répètes en course dans les moments un peu plus difficiles? Ils me sont personnels, oui. Une? Oui, oui, j'en ai, mais ils me sont OK, personnels. ils te sont personnels. Est-ce que tu fais de la prépa mentale pour préparer tes courses? Je fais de la visualisation de qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Je crois que beaucoup de gens oublient cet aspect-là et de voir comment je réagirais si ça se passe mal. Donc, en ayant fait les scénarios de qu'est-ce qui pourrait mal se passer et les ayant surmontés, ça, c'est un élément important. Pour des marathons objectifs, j'aime bien visualiser le tracé, c'est-à-dire parfois faire une reconnaissance et aussi me voir, par exemple, réussir la course. Il y a aussi des éléments qui peuvent aider, et ça, c'est en lien aussi avec les entraînements, c'est-à-dire travailler le kick de fin de course, c'est-à-dire potentiellement se dire j'arrive à la zone, en tout cas chronométrique, que je voudrais, par exemple, à 200 mètres de la ligne. Et à ce moment-là, même si je l'ai déjà atteint, est-ce que je suis encore capable de donner et encore d'aller jusqu'au bout? Et donc, c'est un élément important de se dire, voilà, c'est comme si ma vie en dépendait. Est-ce que je suis encore capable de mettre la dernière couche? Et ça, je pense que c'est important aussi, de le visualiser non seulement physiologiquement à l'entraînement, et aussi mentalement. Et je crois que tout ce qui est préparation mentale, je n'ai pas de préparateur mental, mais ça se nourrit par des lectures, des échanges, des lectures qui peuvent être pure fiction, ou des livres justement sur le développement personnel ou le coaching pur, qui peuvent être aussi bien dans le sport que dans d'autres domaines de la vie, notamment en écoutant d'autres athlètes, en lisant des biographies. On se rend compte aussi de eux, ce qui les anime, leur pourquoi, leur quête à eux, et finalement prendre de l'inspiration autour de soi. Tu as des ressources que tu as envie de partager, que ce soit des bios d'athlètes ou des livres de coaching ou de prépa mentale ou de dev perso ou de romans qui t'inspirent et qui nourrissent cette réflexion-là et cette pratique? Sur la prépa mentale ou Oui, de façon générale, oui, on peut dire sur la prépa mentale pour le moment. La question sur les ressources, de façon générale, elle arrive à la fin. C'est plutôt des livres de partage, notamment d'aventuriers. Ok. Ça peut être aussi bien des marins que pas mal d'alpinistes. Il y a aussi un aspect solitaire plutôt. Et aussi, si jamais, voilà, ça ne dépend que d'eux. Voilà. Mais sinon, voilà, il y a des athlètes qui m'ont inspiré, notamment Nadal, Kylian Jornet, puis des Martin Fourcade, un peu dans tous les horizons. Il y avait aussi Lizzie Hawker. C'est une qui a gagné 5 fois l'UTMB et qui a les records sur camp de base de l'Everest jusqu'à Katmandou. Puis je crois qu'il y a suffisamment de sources. Je dirais que c'est plutôt chaque personne a trouvé plus ou moins quelqu'un qui lui fasse écho. C'est cool. J'ai envie de parler de toi en tant que coach. Tu as commencé quand à coacher d'ailleurs? J'ai commencé avec toi. J'ai pas osé le dire. Enfin, je pensais que c'était ça, mais je voulais m'assurer que c'est ça. Ok. Donc 2023, tu décrirais ta philosophie de coaching comment, ou d'accompagnement ou d'entraînement comment, et est-ce qu'elle a évolué avec le temps? Disons qu'en fait, moi, initialement, je m'étais jamais dit que je voulais accompagner des gens. C'est quelqu'un qui nous a mis en relation. Et en fait, moi, ça a toujours été... j'avais fait déjà ce que j'appelle l'être lièvre, c'est-à-dire accompagner un coureur pour atteindre son objectif. Et ça, c'est en tout cas un des aspects, en tout cas de ma pratique, que je trouve le plus gratifiant. Mon idée était de me dire, s'il y a un projet que je trouve chouette, je veux bien l'accompagner. Il y a florilège de coachs, d'entraîneurs et autres qui pullulent. Je dirais d'ailleurs, voilà, il faut déjà distinguer l'entraîneur du coach. L'entraîneur est plus technique. Le coach doit plus gérer aussi bien les aspects privés, mentaux, et être dans une relation qui est bénéfique pour l'athlète. Et donc moi, je m'étais dit,
s'il y a des projets pour lesquels il y a une résonance, je veux bien accompagner. Si quelqu'un vient me voir et me dit « je veux faire les 20 km de Bruxelles juste pour impressionner et le mettre sur mon réseau LinkedIn et dire « j'ai fait 1h30 », moi, ça ne m'intéresse pas. Et je dis il y a pléthore de coachs ou de plateformes avec intelligence artificielle ou non qui publient sur le net, des personnes avec ou sans formation, et voilà. Moi, c'était pas ça. Moi, c'est plutôt avoir comme le coaching, c'est une relation into personnelle. Est-ce que ça fit avec la personne? Est-ce que le projet est intéressant? Est-ce que je suis capable de lui amener ce qu'elle cherche? Est-ce que je suis capable de poser mes limites sur des aspects? Par exemple, je t'ai tout de suite dit, moi, tout ce qui est nutrition, Oui, c'est vrai. non. Ça, par contre, je peux te mettre en relation avec quelqu'un ou autre. Voilà, donc c'est aussi important d'être transparent par rapport à ça. Est-ce que tu dirais que tu as certains principes qui guident la façon dont tu construis un plan? Typiquement, en tant que très grande amatrice, et le très grand, il est plutôt sur le fait que je suis vraiment amatrice, je regarde beaucoup de contenu Runwise, par exemple, qui va te dire certains coachs ont plutôt une philosophie de volume, d'autres plutôt une philosophie d'intensité, d'autres... toi, tu te reconnais dans quel... je ne sais pas si c'est quel courant, mais comment est-ce que tu réfléchis à un plan pour quelqu'un? En fonction de la personne, par exemple, moi, je sais très typiquement, j'avais envisagé de contacter Maxime Lopez ou Runwise pour me coacher, mais je sais qu'il, lui, ce sont des plans, en tout cas, volume kilométrique par semaine. On parle pour quelqu'un de mon niveau, normalement, je devrais faire entre 170 et 200 km par semaine. Moi, je sais que je n'ai ni le temps, ni la morphologie pour encaisser ce type, en tout cas, d'entraînement sur la durée. J'ai fait ma dernière prépa marathon seul et je tournais entre 80 et 120 km par semaine. Pourquoi? Parce qu'avec mon métier, mes autres obligations privées, je ne pouvais pas mettre plus de temps. Et aussi, j'avais besoin de cet temps extra pour récupérer et pour emmagasiner l'entraînement. Donc, il faut déjà choisir un coach qui est prêt à entendre ça et qui est prêt à adapter. Et moi, en tout cas, par rapport à toi ou par rapport à quelqu'un d'autre, j'essaie toujours de dire, OK, quel est ton objectif? On définit l'objectif. Par rapport à ça, quelles sont tes capacités de t'engager pour atteindre cet objectif? Et puis, une fois que le plan est structuré pour cet objectif-là, si jamais en cours de route, tu te rends compte que tu as des impératifs privés qui peuvent être, par exemple, la gestion d'un enfant ou une maladie qui intervient ou des obligations professionnelles, es-tu prêt à entendre potentiellement qu'il faut revoir l'objectif et être bienveillant par rapport à toi si tu n'as pas pu faire ou en tout cas dû adapter ton plan qui parfois se construit sur 3-4 mois pour atteindre l'objectif le jour J et de se dire j'accepte que je viens avec les armes du moment et que je serai satisfait quoi qu'il arrive du résultat. Donc c'est une forme d'adaptabilité que je souhaite en tout cas pour offrir à mes athlètes. Tu viens pas avec un courant de pensée en te disant je suis soit team volume, soit team intensité, non. Soit team je ne sais quelle autre méthode suédoise que je ne maîtrise pas. Non. C'est plutôt quelle est ta réalité, quel est ton objectif, quelle est ta capacité, quelles sont tes contraintes. Ouais. Et en fonction de ça, on va essayer de faire quelque chose en bonne intelligence ensemble. Oui, parce que sinon, alors à ce moment-là, il suffit de maintenant demander à une intelligence artificielle j'aimerais bien faire 1h02 sur 20 km ou 1h02 sur 10 km. J'ai 3 entraînements en semaine et voilà, je n'explique pas mon passif, je n'explique pas mes objectifs et voilà, et je demande un plan brut. Je trouve aussi que c'est important, parce que ça, c'est une des premières choses quand quelqu'un vient vers un coach, il dit, voilà, moi, je veux faire, par exemple, les 20 km de Bruxelles en 2 heures. Souvent, et je trouve que ça, c'est le rôle du coach, c'est de dire, en fait, cet objectif-là, il est secondaire, voire tertiaire. Il faut trouver d'autres raisons. Quelles sont les raisons? Pourquoi tu t'es mis à la course à pied plutôt qu'à tel sport? Parce que pour moi, la course à pied est un sport très ingrat. Et un sport très traumatisant, on le rend abordable, on le rend facile, il ne l'est pas. Et se dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait du bien?
Parce que je suis par exemple resté derrière une caisse enregistreuse toute la journée, ou j'ai été derrière un ordinateur, un écran pendant 10 heures. En fait, moi, c'est mon temps pour moi, rien que pour moi. Par exemple, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, ben, moi, je vais courir sur le temps de midi parce que c'est le seul moment où je ne m'occupe pas du repas pour la famille et je ne vais pas m'occuper des enfants. Eh bien, c'est un pourquoi qui est signifiant. C'est un moment où on est hors des écrans, on est dehors, seul avec ses pensées, on s'oxygène. Et donc ça, parfois, il faut le remettre comme priorité. De se dire, potentiellement, bah, en fait, ça prouve que je suis en bonne santé. Et ça, finalement, bah, c'est un des biens les plus précieux qu'on ait plutôt. Et ça doit le rester. Ça ne sert à rien de courir comme un dératé et de se blesser tout le temps. Parce que normalement, c'est justement un élément qui permet un certain équilibre. Et donc l'objectif chrono, pour moi, arrive en 3e, voire 4e position. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça parce que j'extrapole un peu et on va tout de suite revenir à toi en tant que coach, mais j'accompagne des gens pas sur la course évidemment, et mon leitmotiv principal, c'est toutes les stratégies fonctionnent. Ce qui va nous intéresser, c'est celles qui fonctionnent pour toi et pas du tout l'idée de transposer une philosophie préexistante ou une règle préexistante. Et en fait, j'entends que tu fais la même chose sur la course, de dire de nouveau, ça pourrait être du volume, ça pourrait être de l'intensité, ça pourrait être que sais-je. Ce qui nous intéresse, c'est quitter, pourquoi tu fais les choses, s'assurer que le pourquoi a véritablement du sens pour la personne et c'est pas un objectif un peu soit factice, soit extérieur, et jongler avec tout ça, quoi. Donc, Oui, et puis finalement, je suis totalement transparent. Moi, en fait, je ne fais que partager mon expérience et je transpose en fonction des personnes aussi des schémas que j'ai testés sur moi ou qui ont été testés sur moi et qui m'ont réussi. Peut-être que ces plans-là ne fonctionneront pas pour certaines personnes. Et alors là, à ce moment-là, il faut avoir l'honnêteté de dire, ben voilà, ça ne matche pas, ou en tout cas, il n'y a pas les aspects positifs. En tout cas, tu n'en retires pas les aspects positifs, donc peut-être va avoir quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas avoir, en tout cas, l'ego de retenir quelqu'un, ou en tout cas, l'ego de dire, ben voilà, mais si, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner, il n'y a personne qui a une recette miracle. Comme je dis, en fait, une relation coach-athlète, c'est comme un couple. Il faut que la symbiose soit là pour qu'en tout cas, tout le monde puisse en tirer des éléments positifs. Pas de recette miracle, ça c'est certain. Tu dirais que tu vois quelles erreurs fréquemment chez les coureurs que tu coaches? Vouloir en faire trop vite. Pas savoir, une fois qu'un objectif est atteint, prendre le temps de se reposer. Souvent, en fait, une fois qu'un objectif est atteint, l'athlète est un peu sur une vague euphorique de se dire bah, je vais tout de suite me réinscrire à une course, je vois les choses en grand, et pas suffisamment apprécier d'avoir atteint justement l'objectif fixé, prendre le temps d'apprécier ce qui s'est passé, et on néglige souvent en fait la récupération mentale. Par exemple, comme je disais, une prépa de marathon, ça peut aller de 16 semaines, 12 semaines, et ce sont 16 semaines où il y a une implication physique, une implication mentale, de se dire ok, potentiellement aujourd'hui je travaille 8 heures, je vais encore m'entraîner 2 heures, ah oui, dimanche je dois quand même caser une sortie longue de 2h30 voire 3 heures. Tout ça, ça représente une charge mentale. Et donc, passer ce cap de 16 semaines, il est important de se dire, en fait, il y a autre chose que la course à pied. Il y a la famille, il y a des amis. Toutes les fois où j'ai refusé un verre ou autre parce que je m'étais fixé ça comme règle dans le cadre de mon objectif, eh bien, maintenant, je me laisse aller et je profite pleinement. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre métier à temps plein. Ça ne nous définit pas. Il y aura autre chose après la course à pied et ce n'est qu'une pratique. Ouais, et quand tu dis c'est pas notre métier à temps plein, je pense que même pour son métier à temps plein, c'est important d'avoir des phases de célébration et d'appréciation de ce qui a été fait et de récupération après qu'une grande échéance ait été atteinte. Oui, et un élément important, c'est que en course à pied, pour réussir un objectif, il est hyper important de périodiser. C'est-à-dire se dire, ok, potentiellement, j'ai un bloc de 16 semaines d'entraînement pour un marathon et je vais avoir un pic peut-être pendant 2-3 semaines. Et
pendant ces 2-3 semaines-là, il peut y avoir des éléments extrinsèques qui font que je ne vais pas atteindre cet objectif-là ou je vais les atteindre. Mais en fait, la fenêtre reste relativement petite. On peut surfer sur un pic potentiellement pendant, oui, un mois, mais après, il y a un déclin. Et c'est important de l'accepter, c'est important de faire un reset pour pouvoir retrouver la motivation, pour que le corps assimile aussi et récupère complètement et pouvoir repartir sur des bases saines. Et puis tu sais, tu dis la course à pied est périodique et moi et mon envie d'universaliser tout, pour moi, tout est périodique et tout est cyclique. Enfin, indépendamment de la course à pied, tu prends la nature, il y a l'hiver, il y a l'été. Enfin, je crois que tout est métaphore de tout. En réalité, on a cette croyance qu'on peut être au top tout le temps, en toute chose. Je pense pas que ce soit réel. Et le, le pic d'entraînement, puis le pic de forme, et puis, enfin, je pense qu'on peut Oui. peut universaliser ça. Moi, je l'ai eu quand j'étais avocat. J'ai eu l'impression pendant 9 ans d'être à flux tendu tout le temps. Et c'est quand j'ai arrêté que les 3 premiers mois, j'ai senti que, d'une certaine manière, j'avais vécu sous adrénaline et j'avais une boule au niveau de ma cage thoracique de stress qui m'avait maintenu éveillé aussi bien d'un point de vue mental, d'ailleurs qui m'empêchait de bien dormir. Mais en fait, c'est pas sain. On ne sait pas être à 100% tout le temps. Et pourtant, il y a des métiers, je le vois, c'est pour ça que c'est du haut niveau. Par exemple, les gens qui travaillent en cuisine dans des top restaurants et autres, ça demande une certaine exigence et une endurance physique telle, parfois sur un cycle continu. Et je comprends totalement que l'été, ils prennent un mois off où ils ferment et ils ont besoin de recharger. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais avocat, les 3 premières années, j'ai pris 17 jours de congé sur 3 ans. Et je crois sur les 5 dernières années, j'étais à 35 jours. Donc, je ne prenais pas suffisamment le temps de m'arrêter. Et quand je prenais les jours de congé, c'était pour partir faire des trails à la montagne ou faire des compétitions. J'ai découvert le repos, redécouvert le repos, une fois que j'ai arrêté d'être indépendant. En tout cas, je sais pas de quelle façon je vais l'aborder et transmettre ce message, mais déconstruire la nécessité du flux tendu, ça fait partie des angles d'approche clés de ce que je veux construire avec ce podcast et de façon générale, quoi. Je pense qu'on a une vision théorique très linéaire de la performance et je pense qu'elle est notamment issue du capitalisme et voilà, il y a plein de choses que je crois et que je pense qu'on devrait déconstruire pour les bienfaits de la performance d'ailleurs. C'est d'ailleurs une des images que je t'ai souvent envoyées, c'est qu'on a toujours l'impression que la performance, en tout cas la quête du haut niveau, c'est une belle ligne droite. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Et en fait, c'est plutôt un graphe en dents de scie. Et l'idée, c'est d'aller peut-être un peu plus vers le haut, Oui. mais il y a des bas, il y a des hauts et des bas. Ouais. Et les bas sont nécessaires au haut. Oui, tout à fait. Mais c'est comme dans tout, hein, on apprend de ses erreurs, on apprend de ses bas. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je les accepte. Est-ce que je veux continuer à avancer? Oui. Pourquoi? Quand tu vois des gens qui progressent très vite, indépendamment de leur prédisposition physiologique, tu dirais que c'est pour quelles raisons? Ça peut être multifactoriel. Moi, par exemple, il y a des gens qui ont tout de suite parfait par rapport à moi. Moi, je me considère déjà comme talentueux, mais je suis quelqu'un qui est un besogneux qui a mis un certain temps. Mais ça peut être avoir bien été entouré, avoir choisi parfois la personne pour les accompagner qui leur convenait. On voit notamment dans la littérature scientifique que, par exemple, pour performer à haut niveau dans un sport, eh bien, ce n'est pas nécessaire d'avoir commencé tôt, en tout cas dans ce sport-là. C'est d'avoir plutôt touché un peu à tout, avoir fait d'autres sports. Finalement, en commençant vers 16, 17 ans, voire 18 ans, on peut rattraper des personnes qui ont commencé bien, bien plus tôt, par exemple dès le plus jeune âge, dès 5 ans. Et donc, c'est d'avoir la curiosité et d'avoir l'envie. Et chacun a son pourquoi qui l'anime. Et donc, voilà, ça peut être important. Et puis, avoir la capacité
de mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif du haut niveau, si c'est ça l'objectif. Par exemple, moi, j'aurais pu arrêter de travailler mon métier à temps plein pour me dire, voilà, imaginons que j'étais à 2h10, 2h12 sur marathon, que je visais une qualif olympique. Et la qualif olympique jusqu'au JO de Paris, c'était à 2h08, 10. J'aurais pu très bien me dire à ce moment-là, là, je vais tester la pause carrière et me donner cette chance-là de me dire, en essayant et en me donnant plus de temps pour récupérer et m'entraîner, est-ce que je peux atteindre cet objectif-là? Et donc là, potentiellement, j'aurais pu avoir un gain peut-être de 1 à 2 minutes, voire 3, voire 4, j'en sais rien. Je ne sais pas le dire. Ça, c'est un élément aussi qui joue pour la performance. L'exemple que tu donnes, tu dis par rapport au haut niveau, si le haut niveau est l'objectif. Ceci étant dit, je pense qu'à tous les niveaux, les facteurs que tu as cités te permettent de progresser rapidement potentiellement. L'entourage, le pourquoi, le temps, effectivement, le facteur temps, la curiosité, l'envie. C'est dans des proportions différentes en fonction des prédispositions de chacun et aussi des contraintes de chacun. Mais in fine, tu as quand même cité un ensemble de paramètres qu'on peut transposer à tous les niveaux et quel que soit le sujet. On parle de sport, mais ça peut être tout à fait transposable à d'autres domaines. Oui, et puis je pense que, on le voit d'ailleurs en course à pied, on a beau être talentueux, si on n'a pas la discipline de faire les entraînements, c'est la clé de tout. Quand on voit au Kenya, les athlètes de haut niveau comme un Kipchoge, un Kamworor, qui s'entraînent depuis des années et qui font des cycles de 200-230 km par semaine, c'est-à-dire je me réveille tous les jours à 4h du matin, je commence mon entraînement à 5h, je le finis à 7h, je recommence peut-être un petit 10 km sur le temps de midi et je recommence à 17h aussi. Et ils le font ça 2 fois par an pendant 20 semaines. Par an, 2 fois par an? Ouais. C'est 2 cycles par an, c'est ça? Ouais, oui, donc ça fait 40 semaines de prépa. Oui, en fait, tu mentionnes le travail, quoi, en fait, le facteur travail. Il y a un épisode avec Jimmy Gressier, je ne sais pas si tu l'as entendu, de The Elevate House, qui est un podcast que j'aime beaucoup, qui a résumé les 3 critères de la réussite. Il les a appelés les 3 T, le talent, le temps et le travail. Et je trouve que ça résume bien ce que tu dis. Si on wrap up, comme on dit, pour aller vers ce que la course t'a appris, tu dirais qu'elle t'a appris quoi sur toi? Que j'étais un husky. C'est-à-dire? Non, mais on a des ressources insoupçonnées. Moi, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, moi, je me vois comme un artisan de moi-même. Je suis à la fois un tailleur de pierre et la pierre que je taille. C'est-à-dire que c'est du travail quotidien. On repart de zéro, mais c'est en peaufinant mon art qu'on s'améliore et qu'on se découvre aussi. Donc, il y a des facettes de soi. Moi, j'ai découvert via ma pratique une seconde famille. Par exemple, des amis proches. J'ai fait des vacances avec eux. Ils m'ont accueilli pour les Noëls quand j'étais seul. Ce sont des rencontres. En tout cas, le sport est un facteur social qui est très chouette et ça permet en fait d'ouvrir ses horizons. On a le monde du travail qui représente énormément de temps pour chacun d'entre nous. On tisse énormément de liens avec des collègues professionnels et autres. Il y a la famille et je pense que le sport est un des éléments qui permet aussi d'ouvrir son cercle et de mettre tout le monde sur un même, en tout cas, mélanger en tout cas les microcosmes et les personnes de différents niveaux. Moi, je me rappelle au CEPAL, on se retrouvait au vestiaire tous nus et il y avait un CFO d'une grosse boîte, un ingénieur, un avocat, un ancien prof, en tout cas un ancien directeur d'école, quelqu'un qui était poseur de parquet. Et voilà, on est tous au même niveau. On se retrouve tous pour la même passion, à aller courir en forêt de soigne et à prendre un bon bol d'air après une grosse journée de boulot. Et en fait, ça faisait du bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des croyances, tu as parlé tout à l'heure de croyances, est-ce qu'il y a des croyances que tu as dû abandonner pour progresser ou dont tu as dû te défaire? Bonne question. Merci. Je ne sais pas. Ça nécessite une bonne introspection. Ça. Tu aurais dû me poser cette question-là avant. J'aurais pu... Il y a peut-être le rapport justement à la douleur. C'est pas une fin en soi de passer par là. Okay. On peut poursuivre un objectif
propre qui est, par exemple, le haut niveau et prendre du plaisir. C'est pas vraiment la fin d'une croyance, mais c'est peut-être remettre le plaisir au centre des objectifs. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la performance, la réussite et l'échec? Moi, cette quête m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de me découvrir un peu. Parce que voilà, moi, j'ai des parents qui m'ont toujours dit que je n'étais pas talentueux, mais que j'étais un bosseur. Et que je trouve que c'est une phrase qu'il faut absolument pas dire à un enfant. Mais je pense que ça m'a apporté une certaine confiance en moi. Parce que d'une certaine manière, je savais que j'avais ce potentiel en moi. Et en le poursuivant, ben, ça s'est matérialisé. Que ce potentiel, il était là et que je n'étais pas fou. Et donc, ça a apporté une certaine sérénité. Ok. Quels sont tes prochains objectifs maintenant? Alors, il y a une course en Angleterre qui a lieu à Newcastle, un semi-marathon en septembre, Ok. qui est un peu une course mythique pour les amateurs de course à pied parce qu'en 2013, il y a eu un finish entre Mo Farah et Bekele. Et donc, c'est souvent une course que les coureurs sur route se mettent pour se donner c'est un conditionnement de se dire ouais, j'aimerais bien, si je me retrouve dans la même condition, pour être capable de lutter jusqu'à la toute fin, parce qu'ils se retrouvent je crois, au kilomètre 20 sur le semi-marathon, donc il en reste là 1 km 200. Et on les voit sprinter sur une longue ligne droite. À côté, il y a des spectateurs des deux côtés. Et c'est attaque sur attaque sur attaque. Il y en a, Mo Farah rejoint Bekele, il le dépasse, puis Bekele réaccélère. Et finalement, c'est Bekele qui gagne. Donc oui, c'est une course mythique. Et en fait, moi, l'idée maintenant, c'est de faire des courses plaisir Ok. qui ont un certain symbolisme pour moi et où il y a une ambiance, notamment. Et après, j'aimerais bien quand même. Je suis réinscrit pour Valence. J'ai enfin le statut d'élite sub de 20 et donc je vais essayer de faire mon record là-bas à fin décembre. Qu'est-ce que tu penses que tu dois encore développer, tant sur le plan peut-être physique, tu as parlé du renforcement tout à l'heure, que sur le plan mental pour aller chercher 2h15? Je pense que c'est surtout physique. Ok. Il y a une sérénité mentale actuelle qui est là et donc je pense que ça, c'est le plus important. J'aimerais bien voir aussi, parce que là, ça fait 1 an, c'est pour la première fois quasi où je peux faire un cycle de plus d'1 an sans me blesser. Et donc, en n'ayant pas eu d'interruption de 2-3 mois, voir ce que je peux faire sur une course en ayant eu une certaine pérennité dans le temps. Tu dirais que tu t'es pas blessé cette année parce que tu as mieux géré la récupération et le curseur entre l'intensité et... Mieux gérer le sommeil, mieux gérer la récupération. Aussi, il y a des petits éléments que j'ai identifiés avec les médecins, qui étaient que j'assimilais mal la vitamine D Ok. et par exemple le fer. Et donc à ce moment-là, je devais prendre un complément qui me permettait d'assimiler les compléments que je prenais. Donc ce sont des petites choses, mais à ce niveau-là, ça a un impact, quoi. Tu as dit plusieurs fois la course, c'est pas notre identité entière. Enfin, je sais pas comment, je sais plus exactement comment tu l'as formulé. T'imagines une vie où tu cours pas? Oui. C'est vrai? Parce que je me suis toujours dit que je ne voulais pas, et ça a toujours été ma pratique, c'est je ne cours pas blessé. Hmm. Il y a des coureurs qui ne savent pas se dire non. Moi, j'ai du mal à dire non au niveau du travail et au niveau de ma vie privée. Mais si mon corps, enfin en tout cas si je suis blessé, c'est que mon corps m'envoie un signal et je dois l'accepter. Et comme mon corps est un élément qui me permet d'avoir un équilibre et une passion, je dois respecter quand il n'est pas à 100%. Et donc, à ce moment-là, je vais faire du vélo, en tout cas, je vais faire d'autres activités qui me font du bien. Pour moi, ça peut être la lecture, ça peut être en tout cas passer du temps à l'extérieur. Être derrière un écran, c'est mon métier, mais ça me rend neurasthénique. Mais moi, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de montagne. Donc, oui, à ce moment-là, je ferai de la marche et autres. Et j'accepterai, quand je ne serai plus compétitif, d'arrêter complètement la course à pied. Mais pour moi, c'est deux choses différentes de être blessé et de ne plus être compétitif. Oui, mais... Et même en arrêtant potentiellement, je me vois un jour ne plus faire de course à pied et de faire autre chose. Ok. C'est pour ça que j'ai toujours eu un équilibre à faire d'autres éléments dans ma vie.
Donc, indépendamment de la blessure, complètement possible un jour que ça fasse plus partie de ton quotidien. Tout à fait. Hyper intéressant. On arrive doucement, mais très sûrement, vers les dernières questions. Une que j'ai pas posée à Hélène la semaine dernière, mais que j'ai envie de te poser. Après quoi tu cours? La gloire. Et l'argent? L'argent, oui. Disons que j'avais une quête enfant, indépendamment de ça, c'est que je me voyais faire les Jeux Olympiques en me réappropriant ce sport qui est la course à pied quand j'avais 25 ans. Je me suis dit, en partant de là, en partant et en commençant tard, jusqu'où je peux aller pour atteindre le haut niveau et me rapprocher de ce rêve d'enfant. Okay. Je sais que je ne ferai jamais les JO. C'est en se disant, en poursuivant cette quête, même tard, jusqu'où je peux aller. Et je sais très bien que j'y arriverai pas, mais pourquoi pas. Donc tu cours après un rêve d'enfant. Oui. C'est hyper beau. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est la phrase que je t'envoie à chaque fois. Non, ne pas en faire trop. Okay. Ne pas en faire trop, surtout quand le travail est fait. Et donc, ça, d'une certaine manière, avoir confiance dans tout le travail déjà effectué quand ce n'est plus nécessaire de remettre une couche. C'est le moment où on peut caler une des autres phrases que tu m'envoies systématiquement la veille d'une course quand je dis que je n'ai pas fait mon shake-out run, qui est la dernière feuille de salade n'est pas celle qui engraisse le cochon, c'est ça? Oui, tout à fait. Si tu devais donner un conseil, alors à quelqu'un qui veut se remettre au sport ou se mettre au sport, pas nécessairement à la course à pied, et 2 à quelqu'un qui est en plein cœur de sa prépa. À celui qui veut se remettre au sport, excellente idée. Ça dépend le contexte. Il faut voir. Est-ce que c'est suite à une maladie, soit pour des raisons de peut-être malaise par rapport à son corps ou juste se faire du bien. Je dirais déjà faire quelque chose qui lui plaît ou il a toujours envie de faire ou voulu faire, peut-être ne pas le faire seul, le faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension sociale qui peut pousser justement à vouloir continuer. Je sais qu'il y a des personnes qui sont par contre introverties, qui ne veulent pas du tout partager ça, mais petit à petit, moi je crois que en fait, l'homme est un être en société. Et donc, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point en fait, on trouve aussi la motivation autour de soi. Et donc, trouver des buddies justement pour partager sa passion. Et en tout cas, pour apprendre. Ouais. Et pour quelqu'un, quel que soit son objectif, en plein cœur de sa prépa, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour tenir, pour garder le cap quand ça devient un petit peu plus difficile de se motiver à show up tous les jours? Un élément important, c'est que je pense que quand on est dans le cœur d'une prépa, souvent, il y a un aspect, on a le nez dans le guidon, de ne pas se mettre trop de pression d'avoir raté une séance. En fait, et là, c'est l'importance du coach, c'est de se dire, moi, c'est pas parce que j'ai loupé une séance que j'ai loupé ma prépa, c'est la prépa dans son ensemble qui est importante. Et ne pas vouloir rattraper une séance et se dire, voilà, potentiellement, j'avais prévu une séance de qualité le vendredi, je la mets le samedi, en plus de ma séance du dimanche qui est de qualité. Et donc, de ne pas se rendre compte qu'en fait, là, on désorganise tout d'une certaine manière et on crée plus de fatigue qu'il n'est nécessaire. C'est de s'adapter et de se dire, OK, ce n'est pas grave, soit je fais juste un simple footing, soit je ne fais rien parce qu'en fait, mon corps m'envoie des signaux qui sont que j'ai besoin de me reposer plus que nécessaire parce que je m'étais mal jaugé et j'ai des raisons, j'ai mal dormi parce que j'ai un boulot et autres qui est prenant. Et donc, c'est de prendre du recul par rapport à sa prépa et d'avoir confiance dans le plan et en soi. Mais de se dire que l'addition de tous les entraînements faits dans la prépa va, quoi qu'il arrive, être porteuse. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a marqué, que tu as envie de partager? Donc, tu disais, t'aimes la lecture, t'aimes le cinéma. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qu'on doit avoir lu pour être plus heureux ou plus éclairé ou juste pour passer un bon moment d'ailleurs? Moi, au niveau cinéma, je suis tellement attaché à des films romantiques, donc c'est compliqué par rapport à ça. C'est pas nécessaire, hein. L'objectif, c'est aussi d'ouvrir, je dis souvent ouvrir ses chakras pour tout et n'importe quoi, mais s'inspirer du référentiel de tout un chacun. Je pense juste à un documentaire que j'avais vu
Par exemple, c'est pas parce que j'avais pas d'idée comme ça, mais un qui m'a inspiré, par exemple, c'était le Free Solo de Alex Honnold. Ok. C'est celui qui a fait sans corde une phase de The Nose au Yosemite. Il y a plusieurs personnes qui l'interrogent pour le pourquoi, parce que c'est une activité à risque. Voilà, une des raisons en escalade, c'est qu'on grimpe et on est assuré. Et là, il y a déjà un risque, même en étant assuré. Ici, il monte 900 mètres sans être assuré. C'est cette dimension d'appréhension de ça. Et finalement, il a une époque où il vient de se mettre avec quelqu'un, il n'a pas encore d'enfant. Mais chacun, en tout cas pour lui, il explique bien que c'est son rapport personnel à la performance, son rapport personnel à ce qu'il veut faire et l'acceptation aussi. Voilà, je suis prêt à accepter ce que je suis prêt à, enfin en tout cas, à entreprendre. Et si l'outcome, c'est de mourir, je le ferai. Ce n'est pas pour moi, et ça c'est un des problèmes que je trouve dans tous les festivals de montagne en scène ou autres, c'est l'apologie de la prise de risque. Ici, il y a une prise de risque qui est manifeste, mais on sent qu'il y a une certaine sérénité dans son acceptation et bonne chance pour lui, tout s'est bien passé, mais je trouvais qu'il y avait un détachement et à la fois une pleine conscience de ce qu'il faisait qui était assez inspirant. Ok, je note. Je lis assez peu d'escalade ou d'alpinisme, donc, ou je vois assez peu d'escalade ou d'alpinisme, donc je note. Mais pour moi, ça, c'est un des problèmes justement en tout cas, de la médiatisation des sports de montagne et autres. C'est pour moi la propension à mettre en exergue et à féliciter la prise de risque. C'est pas nécessaire. Je note que tu dis que c'est pas ça que tu valorises dans cet exemple, c'est plutôt le pourquoi et le rapport qu'il entretient à l'exercice et le détachement. Oui, c'est ça. Et on le sent bien. Et bon, lui, je crois qu'aussi d'un point de vue neurologique, on se rend compte qu'il n'a pas la même perception du risque que d'autres personnes. Et c'est peut-être un avantage pour lui, mais oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre à ce micro parler de dépassement de soi, de performance, de lien avec la vie, de livres? Je te fais confiance pour les prochains. Après, bon, je crois qu'il y a une athlète que tu aimerais qu'on connaît tous les deux. Je trouve que c'est bien aussi que tu alternes entre hommes et femmes. Et donc, c'est au programme. Voilà. Pas de recommandation particulière? Non, mais peut-être en off quand j'y aurais pensé. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, pas comme ça. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Tout le meilleur. Je te souhaite tout le meilleur, Mathieu, évidemment. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. C'était trop cool de te voir ailleurs que par mail et sur un fichier Excel en train de me dire d'aller courir 2 heures le week-end prochain à la Forêt de Soignes. Merci beaucoup. Merci.